Parfait, vous voilà, vous tombez à pic. Je viens tout juste de terminer mes recherches sur la révolte de Satsuma. Vous savez, cette fameuse rébellion qu'on avait brièvement évoquée dans la vidéo précédente. Eh bien, il y a beaucoup à raconter, et croyez-moi, cette histoire mérite vraiment qu'on s'y attarde. Pour vous faire un bref résumé, c'est l'histoire d'un homme qui se dresse contre un système qu'il a lui-même contribué à bâtir. Une révolte à la fois tragique et profondément symbolique qui marque la fin d'un monde et le début d'un autre. Alors installez-vous confortablement, prenez une boisson chaude, ou froide, je ne juge pas, et laissez-vous emporter par cette page fascinante de l'histoire du Japon. Bien, pour comprendre pourquoi la révolte de Satsuma a éclaté, il est nécessaire de faire un petit voyage dans le temps. Ne vous inquiétez pas besoin de machine à remonter dans le temps, je m'en occupe. Oula, attendez, je crois que je suis allé un peu loin là. Alt F4, voilà, là c'est mieux, on reprend à partir de là. Revenons 2 siècles en arrière, en 1639. À cette époque, le Japon adopte une politique d'isolement radical, qu'on nomme Sakoku. Sous l'autorité de Tokugawa Iemitsu, le petit-fils de Tokugawa Ieyasu, le pays ferme totalement ses frontières. Les missionnaires chrétiens sont expulsés, le commerce extérieur est presque entièrement coupé, et plus personne ne peut ni entrer, ni même sortir du pays. Vous voyez l'île de Wano dans One Piece avant que Luffy débarque? Eh ben c'est pareil. Officiellement, durant cette période, le pouvoir appartient à l'empereur. Officieusement, ce sont les shoguns Tokugawa qui dirigent le pays. Et l'empereur n'est désormais plus qu'un symbole. Un peu comme la monarchie au Royaume-Uni avec son premier ministre. Durant près de 200 ans, le Japon vit alors replié sur lui-même. Il développe une culture spécifique et raffinée, mais il reste à l'écart des grandes mutations industrielles et politiques qui bouleversent le monde à cette époque. Et ce monde, justement, ne va pas tarder à frapper à leurs portes. En 1853, les États-Unis envoient une flotte de guerre commandée par le Commodore Perry. Elle jette l'ancre aux abords du Japon et menace directement Edo, l'ancien nom de Tokyo, de la bombarder si un traité commercial n'est pas signé. La bonne grosse diplomatie version 19e siècle quoi. Le Japon résiste, mais face à la puissance militaire américaine, il comprend rapidement qu'il ne peut pas lutter. Alors, en 1854, il cède et signe un traité d'amitié et de commerce. Il ouvre alors à contre-cœur les ports de Shimoda et Hakodate au commerce international, et le Japon se retrouve comme un centre commercial en pleine période de solde. Mais cette ouverture forcée et soudaine provoque une immense instabilité politique les années qui suivent la signature de ce traité. L'autorité du shogunat vacille, les tensions montent, et une question se pose alors, qui doit vraiment diriger le Japon ? Et c'est dans ce contexte qu'un jeune prince monte sur le trône impérial. Le 3 février 1867, Mutsuhito devient empereur. Il prend le nom de Meiji et va profondément transformer le pays. Le contexte est un peu long, mais je vous assure qu'il est nécessaire à la compréhension de pourquoi la révolte a éclaté plus tard. Alors très vite, Mutsuhito, ou Meiji comme vous voulez, va comprendre que le Japon ne peut pas survivre en restant figé dans son passé et qu'il faut le réformer en profondeur. Il faut en finir avec le féodalisme, abolir les privilèges, moderniser le pays, créer un gouvernement centralisé, bref, secouer tout ça façon siècle des Lumières. Et ça va marcher car le 9 novembre 1867, le dernier shogun Tokugawa va abdiquer. C'est alors la fin du shogunat et le début de ce qu'on appellera plus tard la restauration de Meiji. L'empereur s'installe dans la capitale qu'il rebaptise Tokyo et lance des réformes dans l'armée, l'économie, l'éducation, l'administration, etc., etc. L'année 1868 marquera la fin de l'ère Edo et le début d'une nouvelle ère. Le Japon rompt officiellement avec le Sakoku, s'ouvre au monde et entame une course effrénée vers la modernité. 9 ans plus tard, en 1877, le pays est méconnaissable. Les ports sont ouverts, les nouvelles technologies arrivent et le pays se modernise à toute vitesse. Mais cette transformation n'est pas bien vécue par tout le monde. Une classe en particulier en souffre énormément. Les samouraïs. Ces guerriers, autrefois au sommet de la hiérarchie sociale, sont priés de ranger leurs sabres et de devenir fonctionnaires, employés de bureau, commis de l'État. Autant vous dire que pour des hommes qui ont bâti leur vie sur le Bushido, le code d'honneur du guerrier, c'est une humiliation. C'est là qu'intervient Saigo Takamori.
Saigo n'est pas un simple samouraï. À son époque, il est une véritable figure nationale. Admiré pour sa droiture, son humilité et son profond attachement aux valeurs traditionnelles du Japon, il incarne le modèle même du guerrier éclairé. Un homme de principe, mais aussi d'action. Et surtout, il n'est pas en marge du pouvoir. Bien au contraire, il en est l'un des architectes. Au lendemain de la chute du shogunat, c'est lui qui joue un rôle central dans la restauration de Meiji. Il participe activement à la réforme du territoire japonais avec une décision historique, l'abolition du système des Han, ces anciens domaines féodaux dirigés par les daimyo, les seigneurs de l'époque. À la place, il contribue à instaurer le système de préfecture que le Japon connaît encore aujourd'hui, centralisé et contrôlé par l'État. Il s'engage aussi dans la modernisation de l'armée et introduit la conscription, le service militaire obligatoire, remplaçant ainsi les anciennes armées privées par une armée nationale unifiée. Et entre 1871 et 1873, lorsque le gouvernement envoie une délégation diplomatique autour du monde, c'est Saigo qui prend la tête du gouvernement en leur absence. Mais son rôle ne s'arrête pas à la politique. Quelques années plus tôt, durant la guerre de Boshin, c'est lui qui conduit les troupes impériales à la victoire. C'est lui et ses hommes qui entrent dans Edo et forcent l'ancien régime à déposer les armes. Mais plus les réformes avancent, et plus Saigo commence à douter. À mesure que les réformes s'accumulent, il voit une fracture se creuser entre les traditions japonaises et les valeurs occidentales adoptées un peu trop rapidement à son goût. Il ne rejette pas le progrès en soi, mais il se rend compte que le Japon est en train de perdre quelque chose d'essentiel, son âme. Le mode de vie des samouraïs disparaît, le bushido est relégué au passé, la société devient bureaucratique, utilitaire et oublie, selon lui, ce qui faisait sa force et sa dignité. Face à un Japon en pleine mutation et à un gouvernement dont il ne reconnaît plus les valeurs, Saigo fait ce que beaucoup rêvent de faire un lundi matin, il claque la porte et il démissionne. Il quitte la scène politique, refuse les postes officiels qui lui sont proposés et retourne à sa terre natale, le domaine de Satsuma, au sud de l'île de Kyushu, dans la préfecture actuelle de Kagoshima. Là-bas, il fonde une académie militaire privée dans laquelle il forme une nouvelle génération de jeunes hommes. Décidément, les samouraïs aiment beaucoup devenir professeurs quand ils prennent leur retraite. Je vais faire pareil. Enfin, officiellement, c'est une école, mais dans les faits, c'est une pépinière de samouraïs. Des milliers de ces anciens compagnons d'armes, frustrés par la disparition de leur caste, viennent s'y réfugier. Des vétérans, des soldats sans poste, des jeunes en quête de repères, tous gravitent autour de cette figure charismatique qu'est devenue Saigo. Très rapidement, Satsuma devient une enclave autonome, échappant presque totalement au contrôle du gouvernement central. Satsuma devient alors presque un État dans l'État. Et face à ça, le gouvernement ferme les yeux. Enfin, jusqu'à ce qu'ils comprennent que fermer les yeux, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Alors, en janvier 1877, quand ils décident d'ouvrir les yeux, Tokyo prend une décision risquée. Le gouvernement Meiji envoie une unité navale à Kagoshima dans le but de désarmer la région. Et c'est censé être une opération discrète. Dommage, Saigo et ses hommes interceptent l'opération et affrontent cette unité. Et c'est à ce moment qu'on franchit le point de non-retour. Ce qui n'était à la base qu'un désaccord politique devient très rapidement un soulèvement armé. Et ce soulèvement se transforme en quelques semaines en une véritable guerre ouverte contre le gouvernement impérial. Derrière Saigo, près de 20 000 hommes s'unissent. Des samouraïs bien sûr, des anciens soldats du shogunat, et même de simples citoyens inquiets de voir leur mode de vie balayé par la modernité. En brandissant leurs sabres contre les fusils du nouvel État, ils ne veulent pas seulement défendre une classe sociale. Ils veulent défendre une vision du Japon, un idéal d'honneur, de loyauté et de tradition. La révolte de Satsuma commence. En février 1877, les choses s'accélèrent. Saigo Takamori, à la tête d'une armée estimée entre 25 000 et 40 000 hommes, lance l'assaut contre la ville de Kumamoto. Il assiège la garnison de l'armée impériale, espérant frapper fort et vite. Mauvais calcul, le siège s'éternise. En s'enlisant dans ce siège, Saigo offre alors au gouvernement le temps nécessaire pour réorganiser ses troupes. Tokyo mobilise, les renforts affluent et ce qui devait être une victoire rapide se transforme en guerre d'usure.
L'affrontement devient presque irréel. Des samouraïs à cheval, équipés de sabres et de vieux fusils, guidés par l'honneur, affrontent des soldats armés de canons, de fusils à répétition et de mitrailleuses Gatling. Un véritable duel entre deux époques. Les pertes sont lourdes des deux côtés. Les samouraïs rebelles parviennent à réduire l'écart numérique en faisant preuve d'une incroyable combativité. Mais malheureusement, le nombre des forces impériales finit par avoir raison d'eux. Après 6 semaines de combats acharnés, il ne reste plus à Saigo que 300 ou 400 hommes survivants. Contraint de battre en retraite, il se replie vers Kagoshima, qu'ils reprennent sans même avoir besoin de livrer bataille. Mais le gouvernement a décidé d'en finir. Il envoie 30 000 soldats impériaux afin d'écraser une bonne fois pour toutes cette dernière poche de résistance. Les insurgés, eux, se retranchent sur la colline de Shinomiya, et c'est là que la dernière bataille va se jouer. À l'aube, l'assaut commence. L'armée impériale ouvre le feu avec ses canons et fait pleuvoir des obus sur la colline. Puis vient l'assaut terrestre. Mais contre toute attente, encore une fois, les samouraïs tiennent bon. Ils les repoussent, déterminés et animés d'une volonté presque irréelle. Malgré tout, leurs pertes sont trop lourdes. Alors, dans un dernier élan de courage, ils décident de lancer une charge à cheval, comme dans les temps anciens. Une charge héroïque, presque suicidaire, sabre dégainé contre les canons et les mitrailleuses. Et inévitablement, un à un, il tombe. Gravement blessé, Saigo Takamori choisit de mourir selon le rite ancestral du seppuku, un acte ultime d'honneur pour rester fidèle à lui-même jusqu'au bout. Enfin, c'est ce que raconte la légende, parce que la vérité reste relativement floue. Certains disent qu'il serait mort touché par une balle ennemie, tandis que d'autres disent qu'un de ses proches l'aurait achevé afin de mourir dignement. Mais une chose est certaine, Saigo Takamori ne meurt pas ce jour-là. Il entre dans la légende. Mine de rien, le coup de la rébellion sera lourd, même très lourd pour le gouvernement Meiji. Cette guerre civile fera plus de 15 000 morts, 25 000 blessés et coûtera plus de 42 millions de yens à l'État. Une somme astronomique pour l'époque, qui représente à l'heure actuelle environ 259 000 €. À la suite de cette révolte, le gouvernement devra également faire face à des tensions internes, des critiques et des divisions parmi ses propres rangs. Et pourtant, 10 ans plus tard, alors que les cicatrices de ce conflit sanglant commencent à se refermer, le gouvernement décide de pardonner Saigo Takamori. À titre posthume, il reçoit les plus grands honneurs. Comme pour dire, on n'était pas d'accord, mais on te respecte. Aujourd'hui, son nom est associé à l'honneur, à la loyauté et au courage. Sa statue trône fièrement à Kagoshima et à Tokyo, et il est devenu l'emblème du dernier samouraï. Mais au-delà de la figure héroïque, la révolte de Satsuma marque la fin d'une ère. Celle des samouraïs, celle du sabre, celle du bushido et celle de l'ancien Japon. Elle marque également le début d'un pays résolument tourné vers l'avenir, mais qui n'oubliera jamais ses racines, celles que Saigo et ses hommes ont tenté de sauver, quitte à tout perdre. Bien, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, j'aime bien avoir vos avis. N'hésitez pas à vous abonner également, n'hésitez pas à aller regarder mon Twitch, si jamais ça peut vous plaire également. En tout cas, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore sur quel sujet, on verra bien. J'improvise un peu à chaque fois, mais j'essaie de faire toujours en sorte qu'elles soient un peu liées l'une à l'autre. Faudrait que j'arrête de faire un peu trop sur le Japon aussi, faudrait peut-être que je me diversifie un peu et que j'aille sur d'autres pays ou d'autres mythes et légendes. Mais bon, on verra bien. Pour le moment, je fais ce qui me plaît, je fais ce qui me fait kiffer. J'arrive toujours à trouver de l'inspi et je suis content de le faire, donc allons-y, continuons comme ça, Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire des retours, prenez soin de vous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.